Salut, bienvenue sur ma chaîne, Anthropovlog. Si tu ne connais pas ma chaîne, ici je fais des vlogs d'anthropologie. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous présenter toute ma bibliothèque d'anthropologie. Je trouvais que ce serait intéressant en fait d'avoir une vision un peu plus globale de tous les livres que j'ai. Comme ça peut vous donner des idées de lecture sur différents thèmes. Et je reviendrai après sur le long terme avec un résumé de chaque livre, enfin à peu près chaque livre. Mais ça permet de vous donner un peu envie de lire et de cibler un peu les sujets selon ce qui vous intéresse. Donc j'ai un peu fait en 3 parties. Donc la première partie, c'est des ethnographies. Donc des ethnographies, en fait, c'est des enquêtes de terrain par des anthropologues, donc sur un sujet précis, avec une population précise. Donc c'est vraiment le terrain, la pratique. Ensuite, la deuxième partie, c'est des livres que j'ai achetés récemment. Il y en a qui sont un peu plus classiques et il y en a qui sont un peu plus contemporains. Et ensuite, la troisième partie, donc, c'est des livres un peu plus classiques que j'ai achetés avant, qui sont plutôt en fait pour des gens qui connaissent un peu les sciences sociales, parce que c'est des livres un peu plus théoriques. Donc, commençons. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le premier livre que j'ai lu en anthropologie dans mon premier cours à la fac. Donc, ça s'appelle Fresh Fruit, Broken Bodies, Migrant Farm Workers in the United States by Seth Holmes. Donc, c'est un livre en anglais, il n'a pas de traduction française malheureusement. Mais j'essaierai d'en faire une vidéo pour en parler en français. C'est une très bonne introduction selon moi à l'anthropologie, parce que son style est très accessible, c'est un livre qui est assez court. Si vous parlez anglais. Et donc ça parle de quoi ? Ça parle de migrants aux États-Unis qui viennent du Mexique, qui vont travailler dans les champs pour récolter des fruits. Et en fait, cet anthropologue, il est aussi physicien. Et donc il va avoir son approche de 2 manières. Il va y avoir l'approche de la manière où il va analyser un peu le côté socio-économique de les migrants qui travaillent dans les champs et pourquoi ça s'inscrit dans un cadre plus grand de l'économie américaine et mondiale. Et ensuite, les maladies qui sont spécifiques à ces migrants et pourquoi elles sont spécifiques à leur type de travail et en gros, en quoi le système de santé doit s'adapter à la situation sociale des gens et prendre un peu l'aspect social et l'aspect des inégalités économiques dans le système de santé. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ça fait le lien entre les sciences dures, donc la médecine, et les sciences sociales, qui est la société, et montrer qu'en fait ce qui se passe dans la société a un effet sur le corps et un effet sur les types de maladies. Donc c'est vraiment très intéressant, ça met plein de concepts sur le corps social, ce qu'on dit, et puis ça donne une bonne perspective aussi sur la réalité de migrants aux États-Unis et du système agroalimentaire également. Ensuite, le deuxième livre, il est à peu près dans la même veine théorique. Donc, c'est Corps et âme de Loïc Vacan, carnet ethnographique d'un apprenti boxeur. Donc, c'est un anthropologue français qui est surtout connu pour être sociologue. Et donc là, c'est un carnet d'ethnographie. Donc quand il était à Chicago, il attendait entre 2 missions et il est allé dans un club de boxe et il s'est mis à la boxe. Et en fait, il explique en quoi la boxe a fait sens pour les Noirs américains dans les quartiers pauvres à Chicago. Parce qu'il y a beaucoup de violence dans la rue. Et donc, ils ont une violence physique qui est quotidienne.
Et cette violence-là permet, la boxe permet de translater en fait cette violence vers un espace qui est plus sécurisé et de transformer vers de la violence constructive un peu. Donc Loïc Vacan, il a une approche intéressante de faire de la recherche parce que il accentue beaucoup en fait ce qu'il appelle la participation observative. Donc en fait, normalement, le rôle de l'anthropologue, c'est d'être dans un groupe et d'observer et de participer un petit peu. Et là, en fait, il échange, donc c'est ce qu'on appelle, normalement, c'est l'observation participative, et là, il échange en disant, c'est la participation observative le plus important, parce que c'est en participant qu'on apprend, que le corps, en fait, en faisant de la boxe, en ayant des bleus, en recevant des coups, comprend ce que un boxeur vit. Et il ne peut pas le vivre juste en observant. Et donc, en fait, c'est par le corps et pas juste par le cerveau qu'on comprend, on peut comprendre la société, on peut comprendre un fait social. Et donc, ce livre est très intéressant pour cette approche-là. C'est un livre que j'ai présenté dans ma dernière vidéo qui s'appelle « La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers » de Didier Fassin. Donc, c'est un anthropologue français qui a fait une enquête au sein d'une BAC, donc c'est une brigade anti-criminalité, donc c'est une sous-catégorie de la police dans la banlieue parisienne. Et donc ce livre est très intéressant pour la relation entre la police et les jeunes, surtout les jeunes de banlieue, et avoir un côté réflexif en ayant des informations directement sur la police, et pas, d'habitude on a surtout des informations sur la population, en fait sur les civils, mais rarement sur des corps de métier. Donc ce livre est très intéressant là-dessus, et donc ma vidéo que j'ai fait s'appelle « La police est-elle raciste ?» et c'est sur une petite partie en fait du livre, mais je conseille vraiment à tout le monde en ce moment de lire ce livre. Le 4e livre, c'est Les âmes sauvages de Nastasia Martin, Face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska. Donc c'est une ethnographie d'un peuple qui s'appelle les Gwich'in en Alaska, qui vivent dans la forêt, et en fait c'est un peu un manifeste écologique pour montrer tous les changements écologiques sur la biodiversité, sur les forêts, les effets que ça a sur les humains, sur un peuple qui vit dans la forêt, qui voit la forêt brûler, qui voit la terre s'effondrer, et les solutions, en fait, leur mode de vie, qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur mode de vie. Et donc voilà, ce livre est très intéressant pour avoir vraiment le côté humain de l'écologie, parce que l'anthropologie qui va chercher les peuples autochtones permet d'avoir un savoir en fait de première main sur la réalité en Alaska à laquelle on ne pense pas quand on pense à l'écologie. Donc ce livre est très intéressant. En plus, j'adore son style. Elle a un style un peu littéraire, enfin très littéraire d'ailleurs. Et c'est très agréable à lire. C'est pour ça qu'il est très facile d'accès. Et c'est vraiment ce que j'aime en fait en anthropologie, c'est quand le style aussi est agréable à lire et que c'est quasiment un roman, quoi. Donc voilà, je conseille vraiment ce livre. Nous, on n'en parle pas, les vivants et les morts chez les Manouches de Patrick Williams. Donc là, c'est une étude des Manouches en France sur leur rapport à la mémoire et à la vie et à la mort. Et donc en fait, la particularité de ce peuple, c'est qu'ils ont une mémoire qui est très individuelle et en fait, ils ne commémorent pas les morts de manière collective, et c'est beaucoup dans le silence, c'est beaucoup dans la pudeur, et donc ça demande une approche qui est très particulière en fait pour l'anthropologue, de parler de choses qui ne sont pas parlées en fait dans la société, de poser des questions, comment pose-t-on des questions de choses dont on ne parle pas, et donc lui il est plutôt au contraire en fait dans l'observation plus que dans la participation, et voilà, je trouve que c'est une approche très intéressante, et puis ça permet de comprendre les Manouches en France, leur rapport
à ce qu'ils appellent les gadgets, donc le reste des Français. Et voilà, il est très court, il est très dense et très intéressant. C'est un peu un extra, c'est pas vraiment l'anthropologie, mais je le mets là. Donc c'est Les sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc je le mets là en fait parce qu'elle étudie les différentes figures de femmes qui sont considérées comme des sorcières. Donc la femme âgée, la femme qui n'a pas d'enfant, la femme qui est stérile, tout ce qui... Enfin c'est très relié aux enfants d'ailleurs. La femme indépendante, la femme qui vit sans homme, la femme qui a un travail de haute sphère. Donc toutes ces figures en fait qui sont considérées des sorcières, elle les catégorise un peu et elle fait une étude. C'est plutôt politique, mais je trouve que ça a sa place dans l'anthropologie parce que c'est les sorcières qui sont contemporaines. Et c'est une figure que je trouve très intéressante. Donc voilà, je le mets là, je conseille à toutes celles et ceux qui sont intéressés par le féminisme. Là, on est dans les livres que j'ai achetés récemment après mes examens. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je suis très excitée de vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc le premier livre, c'est la même auteure qui a écrit sur les Gwich'in en Alaska. Donc c'est Nastasia Martin qui a écrit, là c'est un récit, donc c'est pas de l'anthropologie per se, mais ça s'appelle Croire aux fauves, et en fait elle s'est fait mordre par un ours pendant une de ses enquêtes en Russie. Et donc elle raconte cet événement-là dans sa vie qui est assez exceptionnel. Et en fait son rapport maintenant entre les humains et les non-humains, et ça l'a renforcé dans sa croyance animiste, et son lien particulier qu'elle a avec cet ours qui l'a mordu. Donc je trouve ça très, très intéressant, très touchant. Donc voilà, c'est plutôt personnel, mais ça fait réfléchir un peu à notre relation qu'on a avec les animaux qui peuvent être dangereux, et pourquoi, et comment on peut les protéger et les voir pas comme une source de danger. Donc voilà, c'est très intéressant, je vous conseille de le lire, il est assez court et très, très facile à lire. La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, c'est un grand classique en anthropologie. Lévi-Strauss, c'est un livre ça fait longtemps que j'avais envie de le lire. Je crois que je l'ai découvert par la chaîne YouTube Passé sauvage, qui expliquait que elle a fait son pseudo, elle a créé son pseudo grâce à ce livre qui en fait va chercher tout ce qui est sauvage chez les humains de manière universelle. Donc de manière générale, Lévi-Strauss il va chercher de l'universalité dans la culture humaine. En fait, il rompt avec le côté civilisé sauvage en disant que tout le monde a une part de sauvage. Et voilà, je ne l'ai pas lu, mais ça m'intéresse beaucoup, donc je pense que j'en parlerai. C'est un livre que j'ai fini ce matin, qui s'appelle Race, ethnicité, nation, le triangle fatal, de Stuart Hall. Et donc ce livre, il est passionnant. Il est vraiment, vraiment passionnant parce qu'il parle donc de la race, de l'ethnicité et de la nation avec une approche contemporaine. Donc en fait, tous les conflits de nationalisme, de racisme, de mondialisation, de multiculturel, de société multiculturelle et tout, il en parle dans ce livre. Il a une analyse qui est très intéressante que je vais essayer d'expliquer au mieux parce que c'est très intriqué et c'est compliqué à expliquer de manière assez simple, mais c'est vraiment passionnant en plus avec tous les événements qui se passent en ce moment, les luttes contre le racisme. Ce livre explique beaucoup la société contemporaine. Françoise Héritier, masculin-féminin, la pensée de la différence. Donc là, on revient dans le féminisme. Et en fait, elle va analyser les arguments biologiques et sociaux de la différence entre le masculin et le féminin. Et voilà, j'en sais pas plus, mais je sais que c'est une grande classique de l'anthropologie féministe. C'est une femme, c'est une anthropologue française, c'est une femme que
que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Donc, La domination et les arts de la résistance, fragment d'un discours subalterne de James Scott. Donc c'est un auteur américain qui va expliquer en fait comment étudier les peuples dominés et comment aller au-delà de juste l'opposition dominant-dominé et d'aller en fait au cœur de la compréhension d'un peuple et la politique souterraine des dominés. Donc ça va être là-dessus. Ensuite du même auteur, et ça va être bon pour cette catégorie, James Scott, donc Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États. Donc là, en fait, il parle comment, en se sédentarisant et en commençant l'agriculture, on a passé un point de rupture. Donc je connais un peu sur l'agriculture, mais j'avais envie d'approfondir le sujet. Donc voilà, ça a l'air très bien. Je vous en parlerai. Ensuite, là, on passe sur les grands classiques, œuvres plutôt classiques et plus théoriques de l'anthropologie. Donc, on va commencer par la sociologie. Voilà, ça fait sens. Surveiller et punir de Michel Foucault, on en parle partout en sociologie. Donc, je trouve que c'est intéressant quand on fait de l'anthropo de passer par la sociologie aussi, qui est un peu plus théorique et plus occidentale, mais ce livre est un grand classique. En fait, il parle de la prison et des écoles surtout. Et en gros, comment on a créé un système de surveillance et un système un peu totalitaire, c'est-à-dire qui contrôle la totalité. Et voilà, je l'ai lu. J'attends le moment où je vais avoir la force d'en parler parce que c'est très compliqué. Donc déjà, à lire, c'est compliqué parce qu'il y a un langage qui est très théorique, très académique. Et ensuite, à expliquer, il faut prendre les bons mots, donc j'attends le moment où je serai prête. Et voilà, donc je vous conseille, si vous êtes intéressé par la question de la prison, de l'éducation, et voilà, c'est vraiment un classique, donc si vous voulez vous y coller cet été, c'est une très bonne lecture. Suicide de Durkheim, Study in Sociology. Donc je l'ai en anglais parce que je l'ai gratuitement. Mais c'est bien un auteur français. C'est l'inventeur de la sociologie française. Et en fait, il a étudié le suicide pas sous un point de vue psychologique, donc en cherchant chez l'individu en fait les causes psychologiques de se suicider. Mais en fait, il a étudié comme un fait social et cherché pourquoi les personnes se suicident avec un point de vue social. Mais voilà, c'est le fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim. Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, introduction par Claude Lévi-Strauss. Marcel Mauss, c'est un anthropologue que j'aime beaucoup parce que, il a eu des critiques en fait de l'anthropologie que je trouve très intéressantes. Il a fait beaucoup de critiques en fait de l'aspect qu'on dit culturaliste, qui est de chercher la culture, d'étudier la culture comme un tout et de comprendre en quoi une culture fait sens. Donc par exemple, qu'est-ce que la culture japonaise, qu'est-ce que la culture française, qu'est-ce que la culture soudanaise, et donc toutes des choses comme ça. Et en fait, il a fait beaucoup de critiques de ça. Il a été un prof en fait très important dans le début du XXe siècle. Et en fait, ça c'est des petits essais qu'il fait. Donc c'est plutôt théorique, mais c'est des petits essais. Donc ça pioche un peu à tout. Il parle surtout de la magie, en cherchant les logiques derrière les peuples qui pratiquent la magie. Et il parle aussi de l'essai sur le don, en quoi, quel est le rôle social du don. C'est plutôt pour des gens qui sont vraiment intéressés par l'anthropologie. Ruth Benedict, le chrysanthème et le sabre. Donc ça, c'est en fait une étude complète, une ethnographie complète du Japon d'après-guerre. C'était une commande américaine qui voulait comprendre le Japon quand ils allaient faire une invasion du Japon ou invader le Japon. Je sais pas. Je
pense que c'était un petit peu daté parce que c'est les années 50, mais je trouve ça intéressant d'avoir une perspective un petit peu historique et puis aussi avoir une perspective un peu critique de quelle est la qualité d'anthropologie quand c'est une commande américaine et donc de voir un peu l'indépendance en anthropologie. Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie. Donc Margaret Mead, c'est une anthropologue qui est culturaliste et elle a essayé de chercher la personnalité d'une culture, donc plutôt un aspect psycho-anthropologique. C'est une des femmes anthropologues les plus connues, une de celles qui est devenue vraiment influentielle le plus tôt, donc c'est pour ça que je l'ai achetée. Je sais pas si ce qu'elle dit est très pertinent. Elle a eu beaucoup de critiques, mais je pense que c'est intéressant à étudier avec d'autres regards critiques. La mentalité primitive de Lévi-Brul. Là, il n'y a pas de titre, c'est juste vide. Et donc, Lévi-Brul, en fait, il va chercher à avoir un portrait complet de peuples qu'on dit primitifs. Donc, c'est un anthropologue qui est issu du paradigme colonial, donc il a une vue assez coloniale des choses, mais je me suis dit que ce serait intéressant maintenant en 2020 de savoir un peu d'où on vient. Et apparemment, il a des choses qui sont quand même intéressantes sur les sociétés aujourd'hui, enfin, si on a une perspective contemporaine, mais même avoir une perspective historique, même si c'est dur à lire, je trouve, les livres historiques en anthropologie, parce que c'est pas très politiquement correct, et du coup, c'est compliqué d'aller sur le fond sans vraiment tout rejeter. C'était un des seuls, en fait, apparemment, à s'excuser un peu sur le racisme sous-jacent derrière ces théories. Mais voilà, ça fait partie des œuvres que j'ai envie de lire pour un aspect critique. Un des anthropologues classiques, qu'on dirait, que je trouvais très intéressant et qui est là un aspect un peu plus contemporain, c'est Evans Pritchard, quand il a écrit The Newer, A Description of Modes of Livelihood and Political Institutions of the Nilotic People. Donc c'est en français Les Nuers, une description des modes de vie et des institutions politiques d'un peuple nilotique. Donc il y a une traduction aussi en français. Et donc là, il va essayer d'avoir un portrait de la société des Nuers au Soudan et de comprendre leur institution politique, sachant que c'est un peuple anarchique. Comment leurs institutions politiques sont cohésives, sont cohérentes et restent en fait avec le temps. Et donc en fait, il explique un phénomène qui est, je trouve, assez universel, qui est d'avoir un ennemi commun pour s'allier. Donc il va y avoir un conflit entre A et B, mais si A a un conflit avec C et que B est plus proche de A parce qu'ils sont voisins et qu'ils ont des alliances, A et B vont s'allier contre C. Et donc c'est un peu ce principe-là qui font qu'il y a des ennemis communs, et enfin plus en gros l'ennemi est loin dans les cercles de relations, moins ils vont se battre, mais plus le conflit sera important parce qu'il y aura plus d'acteurs en fait qui seront en jeu. Donc je trouve que c'est une dynamique qui en fait qui existe un peu partout, de créer en fait un ami commun pour s'allier, pour faire des alliances. Et il a un aspect fonctionnaliste, donc en fait c'était un des premiers en fait à ne pas avoir un jugement direct sur la société en question, et donc de comprendre la logique derrière leur société. Et voilà, je trouvais son œuvre très intéressante. Et il explique également en quoi la parenté se base sur cet aspect politique. Et voilà, donc c'était une des œuvres, je pense, qui a un peu le plus fondé ma compréhension anthropologique des choses. Après, je crois qu'il est un peu technique, enfin, au niveau du style, donc c'est plutôt pour des gens qui sont intéressés par l'anthropologie, qui sont un peu académiques ou qui font d'autres sciences sociales, ou qui sont prêts en fait à lire des œuvres théoriques. Je pense qu'entre les ethnographies qui sont passionnantes au niveau des données de terrain et les œuvres plus théoriques, et entre les œuvres historiques et les œuvres plus contemporaines, je pense que là, il y en a un peu pour tous les goûts.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ça fait 3 fois que j'essaye de la refaire, donc j'espère que vous apprécierez le résultat. Donc je vous retrouve une prochaine fois avec un autre sujet, et en attendant, bonne lecture.